Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur les changements dans leur vie, leur parcours, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Stéphanie Maubé. Bonjour. Vous êtes exploitante agricole, éleveuse de 250 brebis, co-autrice avec Yves Deloison de Il était une bergère aux éditions Rouergue. Et avant de commencer cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez nous parler du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes aujourd'hui à Versailles. Un salon cette année un peu particulier puisqu'il n'y aura pas de vaches, mais les Français seront bien sûr au rendez-vous. La colère paysanne aussi. La colère paysanne, elle a des bonnes raisons d'être, mais des raisons bien plus multiples que celles qui nous parviennent à travers les médias. C'est-à-dire que du mal-être dans les champs et dans les campagnes, il y en a plein et pour plein de raisons. Donc c'est pas forcément la colère la plus audible, c'est-à-dire celle qu'on entend dans les médias, qui est la plus légitime. À la fois, le déclassement de la ruralité, les difficultés, du quotidien, ça c'est la réalité et puis les difficultés financières, voilà, sont la réalité de nombreux paysans. Mais, en contrepartie, c'est important de dire que cette colère, elle doit être contrebalancée par des messages positifs pour rappeler à quel point quand on a un métier qui fait sens, c'est très rare de nos jours et ça nous nourrit aussi assez, spirituellement. C'est un carburant qui est énorme, que beaucoup de Français n'ont pas. Beaucoup de Français qui vont tous les jours travailler dans des usines ou dans des grandes entreprises et leur quotidien n'a plus de sens. Donc c'est important de redire aussi que même si le quotidien paysan, il est difficile, et ben, en fait, le plus vieux métier de l'humanité, en fait, c'est nous. C'est-à-dire qu'on nourrit nos concitoyens, on nourrit, nos compatriotes, on a le sens des saisons, on vit au rythme de la météo, de l'éveil, du printemps, de la relation avec nos animaux et ça, c'est d'une extrême grande richesse. Et puis on peut finir par dire que la France a, la géographie la plus diversifiée du monde entier probablement et rien que ça, c'est phénoménal aussi de se dire qu'entre agriculteurs, au sein d'un même pays, on parle de réalités complètement différentes, de manières de produire très différentes, de races différentes, de gastronomie différente, de traditions différentes, de saisonnalités différentes. Donc en fait, il y a tellement de richesses que c'est toujours frustrant de mettre les agriculteurs, dans une seule et même case. Ouais, c'est très hétérogène. Est-ce que la loi Egalim a été un progrès? Est-ce qu'elle est réellement respectée? On le ressent pas du tout encore. Ni en tant qu'agriculteur, ni en tant que citoyen, on le ressent absolument pas. Ça a surtout l'air des gens qui parlent dans des bureaux, et qui font des plans, de la planification, des documents d'objectifs, des trucs comme ça. Mais ça s'est pas du tout transformé en action concrète pour l'instant. Venons-en à notre entretien. Vous êtes né sur l'île de la Cité à Paris. À votre adolescence, vos parents ont divorcé. Vous avez suivi votre mère à Bruxelles, puis au Chili. Puis, vous revenez auprès de votre père à Paris. À l'âge de 18 ans, vous vivez seul. Vous avez une vie de fêtarde, mais vous passez votre bac en candidate libre. Et vous devenez intermittente du spectacle. Vous travaillez dans le graphisme et le cinéma. Et puis à 28 ans, Stéphanie Maubé, c'est le grand changement dans votre vie. Vous allez découvrir le Cotentin et vous allez devenir bergère. Racontez-nous cette conversion. Alors en tant que Parisienne, j'aimais pas du tout aller à la campagne. Je pense que beaucoup de citadins se retrouveront dans cette description. J'avais l'impression que rien ne s'y passait et c'est pas faux dans le sens où quand on va à la campagne en tant que consommateur, quand on n'a rien à y faire et ben, on s'ennuie assez vite et donc c'était mon cas. Donc je repoussais un peu un séjour à la campagne dans le Cotentin, jusqu'à ce que mon compagnon, m'y traîne de force en me disant: «Mais si, tu vas voir, c'est très beau la Bretagne». Ce qui déjà démontre à quel point les Parisiens, on est parfois à côté de la plaque puisque le Cotentin est en Normandie et non pas en Bretagne et on a passé une semaine dans un gîte qui se trouvait en bordure des prés salés. Les prés salés, ce sont ces très grandes prairies, qui ont l'air, très plates, mais qui en fait sont complètement, segmentées par plein de petites rivières, plein de ruisseaux et de l'eau salée puisqu'on est en bord de mer et à chaque grande marée, l'eau salée de la mer recouvre toutes ces prairies et y laisse, des coquillages, des algues, des petits crustacés et entre 2 grandes marées, des éleveurs de moutons amènent leurs moutons pour pâturer cette herbe. L'herbe, elle est donc complètement salée et les moutons sont, comme lâchés en liberté sur d'immenses surfaces.
C'était très étonnant à découvrir de voir des touffes d'algues au milieu de l'herbe et des moutons qui broutaient autour. C'était déjà, dépaysant et ça pouvait comment dire? Ça changeait tous les codes ou toute l'imagerie qu'on pouvait avoir de l'imagerie du mouton qu'on associe souvent à la montagne. Et puis, on a papoté avec, un éleveur là qui avait l'air de rentrer son troupeau, qui nous a dit: «Bah, vous les petits Parisiens, vous avez l'air, complètement, blancs et déminéralisés, venez rentrer les brebis, ça va vous faire du bien». Et on s'est retrouvés embarqués avec mon compagnon, dans ce grand troupeau, dans une bergerie, et puis cet agriculteur nous a un peu Gérard, voilà, nous a réquisitionnés pour quelques jours en se disant: «Des citadins qui vont faire de la main-d'œuvre gratuite, qui vont découvrir des trucs, très bien, bon deal». Et il nous a mis au boulot en nous mettant une fourche dans les mains, en disant: «Bah, là, il y a un agneau qui arrive pas à téter sa mère, vas-y, fais-le téter». Et donc sans avoir, ni formation ni a priori, on s'est retrouvés à devoir effectuer des gestes très concrets, et un contact, voilà, très, très trivial avec les animaux. Et pour moi, cette rencontre avec l'animal mouton a été, un coup de foudre intégral. Vraiment un coup de foudre pour l'animal, pour ses proportions, pour sa placidité, pour sa gentillesse, pour sa simplicité d'approche, et aussi un coup de foudre pour tout ce système des présalés. C'est-à-dire, cette cohérence entre un paysage, étonnant, avec des terres qui n'appartiennent à personne, puisque ce sont des terres collectives qui sont même considérées comme de la mer, puisqu'elles, elles sont recouvertes par la mer, donc elles sont considérées comme du domaine maritime. Tout le monde peut y aller. Donc sur les présalés, on ne croise pas que des éleveurs, on croise aussi, des chasseurs, des promeneurs, des dessinateurs, des gens qui font du yoga, qui font, du kayak, qui cueillent de la salicorne. Et donc cette notion, cette approche aussi, cette gestion de la terre nourricière m'a énormément parlé. On était aux antipodes en fait d'un gros éleveur céréalier qui est tout le temps à acheter de la nouvelle terre, à s'approprier des terres, à raser les haies et à agrandir son patrimoine personnel. Là, on est dans de la terre, qui est, utilisée par les éleveurs, à la condition qu'on laisse plein d'autres usagers y venir et en profiter. Et on a des objectifs aussi pour faire, pâturer nos moutons. On doit par exemple, on doit demander à nos brebis de pâturer certaines herbes invasives. On doit aussi au contraire, utiliser nos brebis pour aller, stimuler d'autres petites plantes rares qui elles-mêmes sont nécessaires pour tel oiseau migrateur, ou tel insecte qui lui-même va nourrir les chauves-souris, et cetera. Donc les présalés, entre terre et mer, sont vraiment une zone étonnante, qui est en fait un espace de production primaire où on retrouve tellement de biodiversité végétale et animale que ça génère un rayonnement à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et cet espace appartient à tout le monde. Ouais, c'est un espace collectif public. On va y revenir, mais il a fallu quand même apprendre le métier. Donc, vous avez passé le BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Comment vous avez vécu cette formation? Voilà, donc pendant un an, je suis revenue souvent en vacances pour aider cet agriculteur. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, en fait, je me vois faire ce métier, il faut que je structure ça de manière beaucoup plus cadrée. Il me faut une formation, puisqu'on ne peut pas devenir agriculteur sans avoir des connaissances, un apprentissage. Ça a été rendu possible, par le fait que les congés formation, ça s'appelait les CIF à l'époque, permettaient à quelqu'un qui est, salarié ou qui est en emploi quelque part, de prendre un congé pendant plusieurs mois. Moi, c'était pendant un an, pour s'inscrire, dans une formation. Donc je suis allée au lycée agricole de Coutances, c'est dans le centre de la Manche, et je me suis inscrite à un an de formation pour apprendre, aussi bien à conduire un tracteur que le droit rural, la comptabilité, les soins vétérinaires, la culture, voilà, un véritable apprentissage. Ouais. Et c'est une formation qui est assez opérationnelle. C'est-à-dire que quand on est adulte, quand on prend ses études à presque 30 ans, on n'a pas envie de passer, 3 ans dans un BTS. On a envie d'être tout de suite, sur le terrain, et donc il faut des formations assez courtes, d'1 an maximum. Et autant j'avais été, mauvaise élève pendant toute ma scolarité parce que je ne comprenais pas ce qu'on fait quand on est au collège ou au lycée et pourquoi on reste, assis à recevoir, des connaissances de manière passive. Autant quand on a un objectif, professionnel très concret derrière, on sait pourquoi on retourne en cours, donc on est beaucoup plus, malléable et perméable pour apprendre, pour être curieux de tout. Et donc je me suis réconciliée avec les études,
pas ce que j'ai pris Voilà. dans mes études à 28 ans. Alors, vous nous parliez des prés salés, un espace collectif public. Enfin, vous n'avez pas été vraiment bien accueillis au départ par les éleveurs du voisinage. C'est la guerre contre la néo-rurale, d'autant donc que ces moutons broutent dans cet espace public Mmh. collectif et qu'il y a des règles à respecter. Les prés salés de Saint-Germain-sur-Haye, comment vous avez fait pour résister? Le 1er rejet, il est normal, il est cohérent, il est entendable. N'importe qui vit depuis plusieurs générations, dans un endroit et qui a peu l'habitude de voir des étrangers, quand il voit quelqu'un de très différent de débarquer, en pensant que tout va être facile, je les comprends a posteriori, d'avoir été, méfiants en se disant: «Oh là, avant de lui on va pas lui faire la guerre, mais on va pas l'accueillir à bras ouverts, faut qu'elle fasse ses preuves, faut qu'on soit sûr qu'elle reste la petite». Donc c'est vrai Mais ils n'ont que pas été que méfiants, il y en a certains qui ont été malveillants. alors oui, il y a eu les quelques années les premières années ont été assez dures. Il y a eu de la méfiance générale, très grande méchanceté de la part d'autres puisque on m'a à la fois, volé et séquestré un de mes béliers parce qu'il était noir Mmh. et que les agriculteurs habitués à la standardisation d'un mouton blanc trouvaient ça suspect que j'ai un mouton noir. On m'a traitée de sorcière, on Les m'a gendarmes vous ont traité de sacrées fouteuses de merde. voilà, il y avait même tout un pan du monde paysan qui trouvait suspect qu'une jeune citadine avec un bébé, soit venue, d'elle-même à la campagne. Donc il se disait que, sans doute j'avais un passé dans le porno et que j'essayais de fuir un passé trouble de fille-mère. Donc non, mais c'était, oui, il y a eu de l'obscurantisme, il y a eu un esprit, Ah moyenâgeux. donc il faut tenir? Il faut tenir, mais ça m'a forgé le cuir. Mmh. J'avais eu une vie plutôt facile quand j'étais citadine, donc je suis contente de ces quelques années difficiles qui m'ont aussi, permis d'abord de mesurer la chance que j'ai eue d'être acceptée au bout de plusieurs années et puis de comprendre une grande part de la psychologie, de la sociologie de ceux qui m'accueillaient et qui ont fini par m'accueillir parce qu'au bout de 4 ou 5 ans, certains sont venus me dire: «Bon, bah, vous êtes toujours là ma petite, en gros, on vous adopte». Ils l'ont pas dit comme ça. Ils m'ont jeté un vieux faisan dans les bras et en fait, j'ai compris que quand on jette un faisan ou un vieux canard, et ben, en fait, c'est que c'est un cadeau, c'est une offrande et que voilà, c'est que vous êtes, acceptés et en retour, moi aussi, le lendemain, je suis allée leur balancer des merguez de mes brebis, ce qui était une manière de dire, «Bah, merci». Donc oui, les codes de la paysannerie, surtout d'une certaine paysannerie, masculine à l'ancienne, Mmh. peuvent avoir, une apparence un peu abrupte, mais quand on est adopté, c'est pour toujours. Et ce que j'ai remarqué d'amusant, c'est que ceux qui m'ont adoptée, ce ne sont pas du tout les plus jeunes, ce sont les plus âgés et des hommes. Et ce qui s'est passé d'amusant, c'est que plusieurs d'entre eux, je l'ai compris plus tard, en fait, je leur faisais penser à leur maman. Mmh. Plusieurs d'entre eux sont venus ensuite me donner des petits trucs en disant: «Bah, ma maman aussi, elle avait des brebis et puis voilà comment elle faisait quand, une brebis avait pas de lait ou pour faire téter un agneau» ou «Ma mère, elle leur faisait, brouter, telle plante, qui est vermifuge». C'est-à-dire une plante qui naturellement aide la brebis à se soigner, des vers qu'elle a. Ils m'ont amené des photos de leur maman, ils m'ont amené des petits bricolages qu'ils avaient faits, 50 ans auparavant pour que leur maman nourrisse des agneaux au biberon. Donc j'ai compris que la place féminine, existait dans l'agriculture. Heu, Elle a son créneau bien à elle et notamment dans le monde de l'élevage. Donc les femmes ne sont pas si minoritaires que ça dans le monde de l'élevage, c'est juste qu'elles ont une manière différente de prendre leur place. Mmh. Alors vous avez monté un dossier, vous finissez donc par obtenir un statut Mmh. agricole, vous obtenez un prêt du Crédit Agricole et vous voilà à la tête d'un troupeau à l'époque de 100 brebis. Mais vous dites: «2 ans après mon installation, j'ai pris conscience qu'il était impossible pour une femme seule qui élève un enfant de bosser 12 heures par jour avec des semaines de 70 Mmh. heures environ, en moyenne». La longueur des semaines et de la durée du travail, ça, c'est pour tous les agriculteurs. C'est encore plus le cas en élevage où notre troupeau, est vraiment, l'extension de nous-mêmes et un troupeau, il a pas conscience des week-ends ou des changements d'horaire ou des jours fériés. Un troupeau, il a besoin de nous en permanence. Et effectivement, les premières années, quand j'avais mon bébé sous le bras, c'était trash. C'était trash, j'aurais jamais eu l'énergie et le courage de le refaire. Mais ce qui me tenait, c'était, l'image des paysannes d'antan.
en me disant, bah, quand on regarde les vieux tableaux, les paysannes, elles avaient leur bébé accroché dans le dos. Et puis pendant qu'elles étaient au champ à semer des carottes ou à récolter des patates, et ben, elles mettaient leur bébé sous un arbre ou elles l'accrochaient à l'arbre, bien emmailloté. Donc si mes ancêtres d'il y a 10 générations l'ont fait, je dois être capable de le faire. C'est aussi comme ça que je vais gagner ma légitimité. Et je sais que, en effet, c'est peut-être un peu masochiste de penser comme ça, qu'on est plus légitime quand on a bien souffert. Mais dans la paysannerie, ce trait-là, il court encore. C'est parce que les autres nous voient souffrir Pour sous faire la ses pluie. preuves dans la Ouais, durée. ouais. Pour C'est être une accepté. espèce d'épreuve commando grandeur nature sur plusieurs années. Mais ça forge. Donc Ouais. voilà, pas de regret. Et on voit que vous n'êtes pas laissé faire, hein. Suite à vos démêlés avec les gendarmes et à votre bélier noir, le journal La Manche Libre avait titré d'ailleurs «Où est passé le bélier noir de Stéphanie?» et donc la presse locale, elle a joué un rôle, très positif dans cette histoire. Oui, essentiel, parce que les gendarmes ne voulaient pas prendre ma plainte pour ma séquestration de bélier noir par une autre éleveuse. Les gendarmes, effectivement, me donnaient le mauvais rôle à moi. En disant, écoutez, les bruits qu'on entend sur vous, quand même, sont pas valorisants, hein, mademoiselle. On ne sait pas ce que vous êtes venue faire ici, mais vous devriez plutôt écouter les conseils des vrais agriculteurs. Donc c'était très choquant puisque j'avais un statut de vraie agricultrice. C'était mon métier, c'était mon statut social et j'étais tout le temps renvoyée au fait que je n'étais pas une vraie agricultrice, sous prétexte que je n'étais pas née ici et que mes parents ne faisaient pas ce métier. Et effectivement, la presse locale, qui avait dû trouver que le storytelling était marrant ou intéressant, la presse locale a joué un grand rôle en relayant ma détresse et ce paradoxe-là. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas né ici a le droit de posséder un bélier noir ou est-ce que c'est illégal? Et ça a généré une vague de sympathie de la part des habitants. Et plein d'habitants m'ont écrit. Certains m'ont envoyé des photos de leur bélier noir. D'autres m'ont dit, écoutez, ils m'ont écrit, si vous retrouvez votre bélier noir et qu'il vous fait des agneaux noirs, moi, je vous en achèterai. On m'a relaté aussi plein d'anecdotes sur l'historique, pourquoi dans les troupeaux, historiquement, il y avait tout le temps une brebis noire ou un bélier noir, que ce soit dans les prés salés, que ce soit en montagne. Notamment le fait que dans les très grands troupeaux, comme les éleveurs, les bergers peuvent pas forcément compter tous les jours toutes leurs brebis pour vérifier si elles sont toutes là, on avait en proportion une brebis noire pour 9 brebis blanches. Et donc, en comptant le nombre de brebis noires dans le troupeau et en le multipliant par 10, on se rendait compte si tout le troupeau était là ou s'il en manquait 20, 30 ou 40. Donc, être acceptée comme agricultrice, c'est pas facile pour une femme, on l'a compris, encore moins pour une femme célibataire avec un enfant. La place des femmes dans le monde agricole, elle est visiblement en train de changer, mais le MeToo, il n'est pas encore passé par là. Non, encore que dans le pur monde agricole, les femmes ont du caractère. Elles sont pas du tout, soumises à leur mari comme on pourrait le croire. Elles sont souvent co-exploitantes avec un statut agricole à part entière, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, hein. Mais aujourd'hui, les femmes agricultrices, même si elles sont installées avec leur mari, ils ont le même statut, les mêmes droits. En revanche, dans le monde rural, c'est-à-dire dans tous les autres métiers qui composent la ruralité, en gros, les 95 de ruraux qui ne sont pas agriculteurs. Là, MeToo n'est pas du tout passé et on a beaucoup de comportements d'un conservatisme qui touche à l'obscurantisme. On a beaucoup de jeunes filles qui ne se projettent pas pour prendre leur place de citoyenne à part entière. On a des comportements Machiste. machistes et puis de jeunes filles qui n'ont pas de modèle positif en fait. Les ravages de la télévision, même en milieu rural, c'est épouvantable. C'est-à-dire que les seuls modèles féminins que ces jeunes filles ont, c'est la télé-réalité avec des bimbos décérébrés. Et il y a vraiment un ravin entre les progrès de la condition de la femme en ville et à la campagne. Donc c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on peut amener toutes ces jeunes filles et toutes ces jeunes femmes de la campagne, comment on peut les embarquer sous notre aile pour qu'elles comprennent tous les enjeux qui sont en train d'être pas trop mal résolus dans les grandes villes? Vous dites, ce métier m'a transformée. Je suis passée d'un tempérament individualiste à une réelle envie de partage. Alors expliquez-nous ce changement. Il y a à la fois le concept d'un troupeau. Voyez, quand on parle à un chien ou un cheval, on parle vraiment à l'individu chien ou cheval. Ouais. Alors que quand on parle à un troupeau de brebis ou de vaches, on est plutôt dans une relation avec l'ensemble du groupe et pas une relation individuelle avec chaque brebis. Et les ruminants, particulièrement, fonctionnent avec une forme d'intelligence collective
c'est comme s'ils étaient tous connectés, ils sont tous en télépathie. Et donc nous, en tant qu'éleveurs, on doit avoir beaucoup d'humilité, et être à leur écoute et sentir les choses. Donc ça c'est un peu, un petit peu abstrait, mais il faut comprendre le troupeau, il faut sentir le troupeau, sa nervosité, ses besoins, à différentes étapes de leur vie. Et la brebis, elle s'exprime pas beaucoup. Elle bêle pas, elle a pas beaucoup de moyens d'expression. Hem, c'est vraiment très discret, sa manière d'exprimer ses besoins. Donc c'est à nous, en fait, de nous connecter à cette intelligence collective, de sentir et d'anticiper. Et on est forcément en situation de grande observation avant d'agir. Et puis de toute manière, c'est, le troupeau qui guide notre vie. C'est la saisonnalité des brebis qui va, avoir un impact sur ma manière de travailler. À quel moment elles ont plus besoin de moi, à quel moment elles vont être en chaleur, à quel moment elles vont mettre bas. Dans le cas des présalés, à quel moment les grandes marées vont nécessiter que je m'occupe beaucoup plus d'elles pour aller les récupérer, sinon elles seraient noyées, les mettre dans des parcelles non submersibles par la mer. C'est Et elles vous c'est comme reconnaissent? oui, elles reconnaissent beaucoup les visages. En fait, elles sont comme des éléphants. Les moutons, ils ont une mémoire visuelle. Donc ils reconnaissent les visages, ils reconnaissent les voitures, ils reconnaissent, les couleurs. Elles fonctionnent beaucoup par mémoire visuelle. Il y en a qui ont une personnalité? Il y en a pas toutes, parce que la plupart des brebis Elles fonctionnent en souhaitent groupe? ne pas avoir de personnalité. Elles sont rassurées par le fait d'être au milieu du groupe et semblables à leurs congénères. Mais quelques-unes, peut-être 10%, ont des personnalités rigolotes, plus ou moins individualistes. Certaines sont totalement malchanceuses et se coincent tout le temps la tête ou sont tout le temps coincées, sur le dos comme des tortues. D'autres sont, intrépides ou téméraires, d'autres sont très gourmandes. D'autres sont des sales garces, hein. Il y en a vraiment, comme chez les humains, il y a vraiment des saletés, toxiques pour leurs congénères, qu'il faut essayer de neutraliser. Il y en a qui sont en recherche de contact avec nous. Et donc oui, il y a une diversité, même si il faut surtout pas qu'on essaye, nous, de mettre en valeur leur personnalité. Il faut qu'on respecte, La logique du troupeau. la logique du troupeau et que la plupart d'entre elles souhaitent être, incluses et rassurées entre elles. Et pour sauver un agneau orphelin, vous appliquez la technique dite du pyjama. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça m'avait été relaté par un de mes vieux sympas quand ils m'ont adoptée. Un jour où j'avais, une brebis qui avait perdu son agneau et je voulais lui faire adopter un autre agneau. Et puis donc moi j'essayais par la psychologie, hein, en disant, «Chère brebis, voilà, je sauve ta maternité». Il me dit: «Oh là là, dans le temps, ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle épiautait l'agneau mort et puis elle recouvrait l'agneau vivant de la peau du mort». Je lui dis: «Ah, c'est passionnant, est-ce que vous pourriez me montrer?» Il me dit: «Oh non, moi je fais pas ça, mais je me souviens, ma mère, elle faisait ça, comme un lapin». Alors j'ai jamais, épioté non plus de lapin, donc je voyais pas trop bien en quoi ça consistait. Et donc j'ai pris l'agneau mort, un opinel, en me disant: «Bon, bah, je vais essayer de sculpter la peau, en fait, et de découper la peau, avec précision, en fait, en séparant bien, la chair et les muscles pour n'avoir que la peau». Et donc j'ai fait un travail minutieux pendant un quart d'heure pour découper, en fait, un pyjama, dans la peau enfin, dans l'agneau mort, en maintenant les 4 manchons, pour que ça fasse, les jambes et les bras de l'agneau vivant que j'ai revêtu avec la peau du mort. Ouais, donc c'est un sacré savoir-faire. C'était, on jouait à la poupée, hein. Sincèrement, on jouait un peu à la poupée. C'est entre la cuisine et la poupée. Mmh. Et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire que la brebis éplorée, dès qu'elle a senti la peau de son agneau mort sur un agneau vivant, elle l'a tout de suite adopté. Et j'ai compris que ça, c'était le truc, magique. Et effectivement, ça ne s'est jamais démenti. Et chaque année, j'épiote, chaque hiver, 5 ou 6 agneaux, pour, voilà, faire des adoptions réussies et rendre, 2 êtres heureux. À tel point que même maintenant, des éleveurs du coin m'amènent parfois leur agneau mort, dans une main, puis une bouteille de calva dans l'autre, ou un poulet rôti dans l'autre, en me disant: «Est-ce que tu peux m'épioter ça?» Et puis en échange, Ça, c'est la solidarité entre les agriculteurs. c'est le troc. Ouais, absolument. Et vous élevez des brebis, donc vous prenez soin d'elles, vous vous attachez à elles, mais il faut vivre. Et donc un jour, vous amenez les agneaux à l'abattoir. Oui. Ce que vous reprochent les véganes, notamment. Alors que répondez-vous à cela?
Alors ça va un peu mieux en ce moment, mais il y a eu quelques années, pendant 6-7 ans où le mouvement végan était vraiment beaucoup plus actif, très offensif, et puis surtout dans la désinformation du rapport à la viande et cetera. Maintenant, je trouve que ça va un petit peu mieux. Mais en tout cas, quand il y en avait qui souhaitaient me rencontrer, je les accueillais toujours, sur la ferme pour leur expliquer à quel point un éleveur n'est pas un être sanguinaire, mais que la raison pour laquelle on fait naître des animaux en général et des agneaux en particulier, c'est pour nourrir nos compatriotes. Donc, le postulat que j'ai avec mon troupeau, c'est clairement pour faire naître des agneaux que je vais emmener à l'abattoir. Ça nécessite de la part de chaque éleveur qu'on établisse une certaine philosophie dans notre relation avec la mort, puisque ce sujet-là ne peut pas être occulté. C'est ma raison de travailler. Euh, et le fait que la finalité soit l'abattoir n'est vraiment pas incompatible avec toute la sincérité avec laquelle on doit traiter l'agneau pendant toute sa durée de vie. Prendre soin de lui pour comment dire, subvenir à ses besoins physiologiques, il faut bien le nourrir, bien l'abreuver, qu'il ne se fasse pas dévorer par les prédateurs, mais aussi tout le bien-être comportemental et psychologique. C'est-à-dire ne pas le séparer de sa mère, ne pas le séparer des autres animaux avec qui il est copain, ne pas lui créer du stress. Donc j'emmène jamais un agneau tout seul à l'abattoir, je les amène qu'en groupe de minimum 4 ou 5 qui se connaissent, pour qu'ils soient ensemble à plusieurs jusqu'au bout. Et c'est jamais personne qui vient chercher mes agneaux dans ma ferme pour les emmener à l'abattoir. C'est moi qui les emmène systématiquement. Donc oui, la finalité, c'est la mort. Mais c'est pas incompatible avec le fait d'avoir conçu tout leur parcours de vie de manière respectueuse par rapport à leurs besoins pour être fier de la viande qui est produite au final. C'est une viande qui a été cohérente depuis le moment où j'ai choisi telle brebis et tel bélier pour concevoir un agneau, jusqu'au moment où je choisis à qui je la vends, puisque je fais essentiellement de la vente directe. Et alors, vous nous le disiez, vous êtes obligé de respecter les cycles de la végétation et des marées. L'éleveur doit se soumettre aux lois de la nature. Oui. En fait, c'est plus qu'une contrainte, c'est un choix quasi philosophique, non? Oui, mais c'est un tel allègement. Quand j'étais parisienne, en fait, on pense qu'à sa gueule. Quand on est citadin dans un métier tertiaire, on pense beaucoup aux apparences, on pense beaucoup à ses choix, à ses envies, à ses besoins personnels, à tel point qu'on se dilue et on s'y perd. Moi, c'est ce que j'ai ressenti les dernières années où je vivais à Paris. En fait, on est interchangeable avec tout le monde. On ne sait même plus ce qu'on veut vraiment puisqu'on est assujetti et ballotté par ce que la pub ou la mode ou les tendances veulent nous faire accepter comme goût. Et puis, on a en plus la candeur de penser que c'est les nôtres. D'être soudain au service d'un troupeau et d'une cause plus grande que nous, ça nous remet à notre place et c'est à nous de nous adapter. Donc, aux grandes marées, oui. Par exemple, quand ma sœur choisissait une date pour son mariage, elle m'a d'abord demandé l'annuaire des grandes marées. En disant, écoute, est-ce que tu seras en grande marée ce week-end-là? Ah oui, tu es en grande marée. Bon, bah, je ne me marie pas ce week-end-là parce que je sais que tu ne pourras pas venir. Donc... Et en fait, ma famille, j'ai eu de la chance que ma famille accepte cette contrainte et le troupeau rayonne indirectement sur tout mon entourage. Et vous avez dû renoncer à beaucoup de choses, les vacances, le confort, hein, les voyages. Mais vous dites, je rejoins ce que vous dites, j'exerce un métier noble, épanouissant physiquement et moralement, qui, je vous cite, réalise les valeurs que je veux transmettre à mon enfant. C'est pas des sacrifices. Oui, c'est plein de renoncements, mais est-ce que c'est des choses vraiment essentielles? Partir en vacances, je pense, est une nécessité quand on a un métier qui ne nous épanouit pas, quand on se sent asphyxié dans sa vie quotidienne. Il est cohérent qu'on doive aller se réoxygéner et recharger les batteries régulièrement. Mais quand on a la chance d'exercer un métier qui nous comble, qui nous remplit et qui est en plus à l'extérieur, dans des paysages, le besoin de vacances n'est plus du tout le même. En fait, le besoin de vacances, il s'inverse. Moi, je suis hyper contente quand je viens une journée à Paris comme aujourd'hui pour cet enregistrement, en disant « Oh cool, une journée à Paris, ça va me réoxygéner !» Donc oui, le système de valeurs que l'on croit immuable parce qu'on l'a bâti pendant 30 ans, en fait, peut totalement s'effilocher et se démanteler quand on trouve sa place dans un système plus vaste dans lequel on a... Eh bien oui, on est dans une petite place et à nous nous adapter au reste. Et effectivement, ça rend riche de l'intérieur de produire de l'alimentation. C'est-à-dire que si le monde s'effondre,
ou plutôt quand le monde va s'effondrer, puisqu'en ce moment, c'est pas mal parti pour un effondrement de notre civilisation actuelle, eh bien, mon métier existera toujours. Nourrir mes concitoyens, ça va permettre de surmonter toutes les crises. Euh, Mon job, ma connaissance, mon savoir-faire seront plus que jamais nécessaires pour être transmis et pour assurer la pérennité et la survie de nous tous. Mais vous devez quand même respecter en attendant des normes, des injonctions qui sont parfois contradictoires, vous devez subir des contrôles et il vous arrive parfois d'avoir l'impression de vivre en absurdie et d'être a priori traité en coupable. Oui, ça, c'est ce qui pèse beaucoup sur les paysans. Alors, ils le disent pas toujours avec finesse parce qu'ils le disent avec énervement en cramant des pneus et en déversant du fumier sur les préfectures. Mais le mal-être, il vient aussi de ça. C'est que on est, je crois, le métier le plus contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a pas loin d'une quinzaine de services différents qui ont en gros presque droit de vie et de mort sur nos fermes et qui viennent vérifier si notre véhicule est aux normes pour transporter des animaux, si notre bergerie a le bon nombre de mètres carrés requis, si on a bien rempli nos papiers, si on pollue les cours d'eau, s'il y a la traçabilité de notre étiquetage quand on fait la vente directe, etc. Donc le moindre petit acte que l'on fait, qui pourrait sembler anodin ou simplement de bon sens, en fait répond à des normes, à des règles, souvent européennes. Elles ont évidemment un objectif positif, ces règles. C'est pour garantir qu'on produit de manière saine, qu'on n'empoisonne pas les consommateurs et qu'on ne pollue pas la nature. Ça a totalement du bon sens. Mais Il y en a certaines le qui sont rouleau peut-être compresseur contre-productives. administratif qui se superpose nous donne sincèrement l'impression d'être accablé et qu'on est préjugé coupable avant tout. Pour autant, tous les contrôles qu'on a se passent souvent bien parce que les contrôleurs maintenant sont formés pour être plutôt des conseillers avec une approche psychologique soft et respectueuse. Mais ça n'empêche qu'on a énormément de contrôles et que le nombre d'heures administratives que l'on passe, c'est dingo, alors qu'on préférait être à faire du foin dans nos champs ou à s'occuper de nos animaux. Oui, et en même temps, l'agriculteur, il est obligé d'emprunter pour s'équiper. Et le petit exploitant, il s'en sort très difficilement aujourd'hui. Pour rembourser ses dettes, parfois, il est obligé de vendre son terrain et sa ferme. Et on enregistre finalement un suicide tous les 2 jours en France. Alors, le suicide, il est énorme dans le monde agricole, dans le monde rural en général. Depuis que je vis en monde rural, j'ai découvert le principe du suicide des jeunes, notamment. Autour de chez moi, beaucoup de trentenaires se suicident, beaucoup d'agriculteurs, mais aussi des marins-pêcheurs ou des gens qui sont dans des professions assez isolées. Donc oui, c'est un pan qui était méconnu par moi de notre société. Quand il n'y a plus d'espoir, plus de capacité à s'exprimer, pas de perspective d'évolution, il y a beaucoup de suicides. Et là, l'administratif, Et l'administratif voilà, ne joue pas de manière positive. Et vous défendez, vous, un modèle d'agriculture paysanne à taille humaine contre l'agriculture industrielle intensive. Vous dites, nous, on élève des animaux, eux, ils produisent de la viande animale. Vous défendez l'agroécologie contre le modèle productiviste. Vous écrivez, c'est pas la ferme des 1000 vaches, c'est l'usine des 1000 vaches. Mais comment un paysan à taille humaine, respectant la nature, peut s'en sortir financièrement ? Il le peut en étant le plus autonome possible, c'est-à-dire en dépendant le moins possible des commerciaux qui vont le pousser à acheter tel nouveau tracteur ou à acheter tel nouveau complément alimentaire pour les animaux ou essayer telle nouvelle variété de semences. Moins on fait appel à tous ces commerciaux qui veulent nous vendre des choses, plus on arrive à tout faire soi-même avec une ferme ultra simplifiée, plus on s'en sort. Et en fait, ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est pas les petits, ce sont les moyens. Ceux qui disparaissent, ce sont toutes les fermes de taille moyenne. Et les petits s'en sortent pas si mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup de charges et ils ont souvent une certaine souplesse d'adaptation pour pouvoir surmonter les coups durs. Et est-ce que la coopération, une forme d'association, ça peut aider ? Alors, ça devrait, c'est un idéal. Hélas, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que des projets de ferme collective, j'en ai vu pas mal. Et sur papier, c'est ça qui doit vraiment nous permettre à tous d'être le plus résilients, de mettre en commun du matériel, de mettre en commun la main-d'œuvre, les encouragements, etc. Mais toutes celles que j'ai vues essayer de se monter n'ont pas réussi. Donc, il faut qu'on continue à encourager des groupes
d'exploitants qui se connaissent ou qui se connaissent pas au départ, à se dire, bah ouais, essayez de vous fédérer en ferme collective. C'est un modèle durable parce que s'il est bien pensé d'un point de vue modèle juridique, ça permet qu'un boulanger paysan puisse s'associer avec un producteur de porc, un qui fait des légumes, un qui fait du miel et un qui fait du lait. Et s'ils sont donc bien constitués juridiquement, le jour où l'éleveur de porc part, il peut revendre ses parts à un autre éleveur qui rentre sans déstabiliser tout le groupe. Donc moi, je continue à avoir vraiment confiance dans ce modèle de petite ferme collective. Je pense que ça peut marcher. Et la difficulté, c'est qu'au quotidien, notre mode de travail, il est tellement en fait isolant qu'on en devient individualiste et après des années en fait à bosser tout seul dans notre champ, etc. C'est vachement difficile de réapprendre à faire du collectif. C'est presque incompatible en fait le mode paysan avec le mode collectif. Mais pourtant c'est la seule voie possible. Donc il faut qu'on continue à l'encourager. Et la diversification? Elle est nécessaire aussi puisque des coups durs en agriculture, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire une année avec une très mauvaise météo qui ravage telle culture, ou soudain tel insecte pour lequel on n'a plus de produits pour lutter contre lui, qui vient ravager telle autre culture, ou une épidémie qui ravage, qui tue la moitié du troupeau. Ça, ce sont vraiment des choses qui vont s'accélérer et qui vont être de plus en plus fréquentes et récurrentes. Le réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, dans tous les domaines de production, que ce soit la vigne, les légumes, la chèvre, le porc, le mouton, des coups durs très puissants comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Donc on a tout intérêt à diversifier nos productions et puis diversifier aussi nos modes de commercialisation. Et donc à limiter tous les facteurs de risque et à produire nous-mêmes notre alimentation sur notre ferme pour donner à nos animaux, à faire brouter de l'herbe plutôt qu'à vouloir faire des rations avec du maïs qui vient de là, du soja qui vient d'Amazonie, des compléments qui viennent d'Espagne, etc. Voilà. La simplicité, c'est par ce biais-là qu'on va réussir à être résilient, à surmonter tous les coups durs à venir. Et les Français consommateurs, ils soutiennent majoritairement votre modèle. Ils plébiscitent les circuits courts, allant du producteur au consommateur. Et les paysans, dans leur majorité, ils votent pas pour votre syndicat, la Confédération paysanne, mais pour la FNSEA, qui est dirigée par des grands propriétaires. Donc, expliquez-nous ce qui apparaît paradoxal. Pourquoi? Alors déjà, les Français plébiscitent notre modèle, mais ne nous en achètent pas beaucoup. Je crois que c'est un plébiscite de paroles, vraiment où ils le disent, ça sur les réseaux sociaux, pour dire « ouais, il faut de gna 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 gna, agroécologie, blablabla ». Ça, il y a plein de gens pour nous conseiller ce qu'on devrait faire. Mais tous mes collègues producteurs en vente directe constatent un déficit de la vente directe. Donc, le pouvoir d'achat des Français leur permet de moins en moins de joindre l'acte à la parole. Donc, la vente directe, elle est difficile en ce moment. Le syndicat duquel je me sens le plus proche et auquel j'adhère, la Confédération paysanne, est celui qui a le plus de respect pour le consommateur final. C'est le seul en fait qui a un discours qui prend en compte toute la chaîne, c'est-à-dire nous paysans, on exploite une terre, mais on a bien conscience qu'on travaille au service de la société, au service des citoyens, à destination d'un consommateur que l'on doit respecter, que l'on doit informer, et on doit laisser une terre propre pour que la génération des paysans après nous récupère des parcelles agricoles avec encore des haies, avec de la biodiversité, avec de la vie, avec des cours d'eau en bon état. Et c'est la vision globale que la Confédération paysanne porte sur toute la philosophie nourricière que je partage et qui me fait me sentir proche d'eux. Les autres syndicats agricoles défendent leur profession, mais ne défendent ni le consommateur final, ni les autres utilisateurs de la ruralité des paysages. Pourquoi ils restent majoritaires alors auprès des paysans? Eh bien parce que c'est les paysans qui votent. Et en fait, d'abord, il n'y a pas beaucoup de paysans qui votent. C'est à l'image de tous les syndicats dans d'autres corporations professionnelles. La lutte syndicale fait plus rêver personne. Même si j'aime bien ce qui se passe en ce moment à l'échelle syndicale avec deux femmes qui ont l'air d'être assez incroyables, Sophie Binet et puis Marie-Lise Léon. Je trouve ça génial que deux syndicats aussi puissants soient portés par des femmes. Ça rebooste et ça redonne beaucoup
de foi dans les syndicats. J'aimerais qu'il se passe la même chose à l'échelle des syndicats agricoles, qu'on ait aussi un renouveau de la confiance dans les syndicats pour que les paysans se déplacent davantage pour voter et pour dire voilà par qui je veux être représenté à l'échelle du pays. Puisqu'on sait que le syndicat agricole majoritaire a vraiment une voix qui porte au sein du ministère de l'Agriculture et donc au sein de l'Europe. Et alors, vous parliez de la vente directe qui est difficile avec les Français, mais vous dénoncez dans le livre le manque d'informations réelles des consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les consommateurs soient mieux éduqués? Vous parlez des étiquettes beurre paysan qui ne représentent rien. Vous citez plusieurs exemples. Je me pose la même question que vous et en fait, je me la pose tous les jours, encore plus depuis que je suis élue locale. Comment faire pour toucher nos citoyens et leur délivrer un message factuel, pur, qui va les éclairer pour qu'eux ensuite fassent les choix qu'ils veulent, mais pour qu'ils aient l'info. Et c'est vraiment difficile en tant que paysan de lutter contre toute la désinformation, c'est-à-dire toute la force publicitaire et marketing de toutes les marques, tous les messages contradictoires des différents lobbies, des différents courants, quels qu'ils soient, qui ont des moyens colossaux financiers pour faire passer des messages par l'achat d'espaces publicitaires, par tous les moyens qu'ils ont pour payer des community managers sur les réseaux sociaux, par un travail dingue sur l'étiquetage, le marketing, le travail sur le cerveau, etc. Nous, en tant que paysans, on est sous-armés. On ne peut pas lutter contre tout ça. On peut juste montrer une photo d'agneau ou dire voilà, on va ouvrir notre ferme. Qui veut venir voir comment on travaille? Venez, on va vous inviter dans nos fermes. On est sous-équipés. Et je sais pas, et je me pose cette question sincèrement tous les jours. Comment faire? Est-ce qu'il faut aller devant des supermarchés avec des banderoles, avec des étiquettes immenses pour dire quand vous achetez tel produit, voilà ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais la question alimentaire, elle est cruciale. On ne peut pas s'en affranchir. Et s'il doit rester qu'une seule question politique, c'est celle de l'alimentation. Le choix que chaque citoyen fait de ce qu'il met dans son corps, c'est-à-dire la manière dont il va ensuite construire ses cellules musculaires, ses cellules de cerveau, ses cellules sanguines, ou les cellules musculaires et sanguines de son bébé, de son enfant, de ses parents, doit nous occuper à 100%. On doit le faire de manière éclairée, on doit savoir ce qu'on met dans notre corps, à la fois de manière chimique, quelles sont les molécules, les pesticides interdits ou autorisés, mais aussi est-ce qu'il y a dans ce que l'on mange l'énergie de la douleur, de la souffrance, c'est-à-dire la souffrance animale quand ils ont été élevés hors sol dans des fermes-usines, ou de la souffrance humaine quand on boit du vin dont les vignes ont été récoltées par de la main-d'œuvre étrangère, sous-payée, pas déclarée, presque esclavagisée. Est-ce que ce vin, même s'il porte une étiquette vin fabriqué en France AOP, est-ce que ce vin, on a envie de le boire s'il est porteur de souffrance, d'irrespect humain, d'indignité humaine? En fait, toutes ces questions-là, elles se retrouvent dans la moindre bouchée de ce que l'on va manger. Vous écrivez: aujourd'hui, ceux qui veulent être en cohérence avec leur métier sont forcément dans la lutte. Résister et produire de l'alimentation de qualité, c'est forcément être un guerrier des temps modernes. Vous êtes une guerrière? Oui, alors j'ai un peu changé mes armes. Donc, avant d'être élue, j'étais vraiment militante à la conf et puis mes armes, c'était ma fourche dans une main et puis un agneau dans l'autre, sous l'autre bras. Et puis, j'ai compris à un moment que pour changer le système, il valait mieux être dans le système et puis que ma voix, ma parole aurait davantage de portée si j'avais un joli costume et si j'étais bien coiffée plutôt qu'en bottes, jeans déchirés et vieux t-shirts. Donc j'essaye de garder le même message. En gardant les deux casquettes. Alors voilà, voilà, je suis quand même aussi sur ma ferme, mais je vois bien que ce que je peux dire quand je suis habillée comme un sac fait moins rêver ou j'arrive moins à obtenir l'écoute de certaines catégories de population, alors que quand je le dis avec une apparence plus respectable, eh bien, ma parole voilà, est entendue.
voilà, par d'autres gens. Donc voilà, oui, il faut être guerrier avec des armures différentes, avec des carapaces différentes, avec des armes différentes. Merci infiniment, Stéphanie Mauvais, d'être venue nous voir, hein, et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention et on vous retrouve très vite sur YouTube de France 24 et en podcast. Merci à vous tous.